6 mois en mer, pas de port, pas de ravitaillement, pas d'aide. Quand la nourriture vint à manquer, les pirates devaient devenir créatifs ou mourir. Ce qu'ils inventèrent demandait du courage et un estomac solide. Bienvenue dans l'art de la survie en haute mer. La vie là-bas ne tournait pas seulement autour des trésors et des duels. Le plus grand combat était souvent celui contre sa propre faim. Sur un navire en bois grinçant, entouré de vagues infinies, la nourriture devenait plus précieuse que l'or. Les pirates n'étaient pas des gourmets, mais des maîtres dans l'art de faire durer les stocks. Leur garde-manger choquerait les nutritionnistes modernes. Du hardtack, dur comme de la pierre, de la viande salée capable de briser des dents, et des haricots si secs qu'ils servaient de munitions. Leur secret résidait dans un système de rationnement strict. Chaque pirate recevait une portion quotidienne qui ferait passer les régimes d'aujourd'hui pour des festins. Environ une livre de viande, si disponible, un peu de hardtack et peut-être des pois secs. L'eau était encore plus rare. Une carte par jour devait suffire pour boire et pour l'hygiène. Le hardtack mérite une mention spéciale. Ce n'étaient pas les biscuits de grand-mère, mais des briques presque indestructibles faites de farine, d'eau et de sel. Les pirates devaient les tremper dans l'eau ou le rhum pour éviter de s'abîmer les dents. Le trempage faisait aussi remonter les charançons et les vers à la surface. Une vieille blague de marin disait « Si vous frappez le biscuit sur la table et que les vers n'en sortent pas, c'est qu'il est trop mauvais pour être mangé. » La véritable détresse culinaire commençait quand la nourriture pourrissait. Les pirates développèrent des méthodes de conservation créatives. Quand la viande salée devenait verte de moisissure, on ne la jetait pas. On grattait la moisissure, on la faisait bouillir jusqu'à ce que l'odeur soit supportable, et on l'appelait le dîner. Un rapport de 1789 décrit de la viande si fétide qu'on pouvait la sentir dans tout le navire. Les cuisiniers de bord devinrent experts pour masquer le goût du pourri avec des épices. Un plat populaire était le lobscouse, un ragoût fait de restes de viande, de miettes de biscuits et de tout ce qui n'était pas immédiatement mortel. Le stockage de l'eau était un autre défi. Dans des fûts en bois, l'eau douce devenait progressivement verte et gluante. Les pirates apprirent à la boire sans regarder de trop près, souvent coupés d'un trait de rhum dans l'espoir que l'alcool tue les germes. Un capitaine raconta même à son équipage que les choses frétillantes dans l'eau étaient des protéines supplémentaires. Un exemple précoce de pensée positive. Leur ingéniosité pour conserver les provisions le plus longtemps possible était impressionnante. La viande était lourdement salée, les légumes saumurés ou séchés. Les mathématiques derrière tout cela étaient colossales. Un navire de 200 hommes consommait 1000 livres de nourriture par semaine. Même avec les meilleures méthodes, les stocks s'épuisaient plus vite que prévu. La viande salée tenait peut-être 3 mois, le hardtack 6 et les haricots 4. Les capitaines à succès savaient qu'un équipage affamé est un équipage dangereux. Quand les tonneaux se vidaient, ils devaient agir. Quand le magasin le plus proche est à des centaines de milles, on devient inventif. Les pirates n'attendaient pas d'aide divine, ils pratiquaient l'acquisition de ressources. Leur cible principale n'était souvent pas des galions chargés d'or, mais de simples navires marchands transportant de la nourriture. C'était chez les supermarchés flottants de leur époque. Un seul abordage pouvait rapporter des barils de morue, de la farine, des meules de fromage et des fruits secs. En 1716, un équipage captura un navire contenant assez de nourriture pour 6 mois, vin et meules de fromage géantes inclus. Les pirates devinrent experts dans l'étude des routes commerciales et des modèles météorologiques pour intercepter les navires. Ils entretenaient même des réseaux d'informateurs dans les ports. Lors des attaques, ils préféraient l'intimidation au combat. Un capitaine marchand cédait généralement ses provisions volontairement pour sauver sa vie. Comme l'un d'eux l'écrivit, « Ils prirent notre viande et notre pain, mais nous en laissèrent assez pour survivre. Un échange équitable pour ma tête. » Les colonies côtières étaient également des cibles. Les pirates envoyaient des éclaireurs déguisés en simples marins à terre pour évaluer les stocks. Le bétail était particulièrement prisé. En 1718, un équipage vola tout un troupeau de moutons sur une île des Caraïbes. La logistique était complexe. Il fallait de la place pour le butin. Un capitaine dut rendre 3 ports en 1725 parce qu'il n'avait plus de place sur le navire. Le chef du village fut si amusé qu'il lui donna des poulets à la place. La météo jouait aussi un rôle. L'été signifiait plus de lumière pour les raids, mais une nourriture qui se gâtait plus vite. Les raids hivernaux étaient là plus difficiles, mais offraient un meilleur refroidissement.
Les pirates prospères étaient sélectifs et parfois même justes. Certains passèrent des accords avec des villages, protection contre des provisions régulières. Un gouverneur se plaignit de ne pas savoir si les pirates étaient un réseau de raquettes ou un service de livraison. Historiquement, 70% des raids visaient les provisions, pas les trésors. Après tout, on ne peut pas manger de l'or. Quand aucun navire n'était en vue, l'océan offrait le plus grand buffet du monde, sans droit de retour toutefois. Pêcher sur un bateau pirate tanguant était un défi. On traînait de grands filets derrière le navire, ce qui ramenait souvent des prises étranges. Une fois, un équipage ne pêcha que des méduses. Le cuisinier les prépara avec des épices, ce que l'équipage jugea culinairement limite. Le harponnage était populaire, surtout pour les thons ou les espadons. Il y avait des concours pour la plus grosse prise. En 1719, un équipage harponna une petite baleine, mais ne sut pas comment la hisser à bord, ni comment en conserver la viande. Les requins étaient à la fois craints et convoités. On croyait que leur chair donnait de la force. Remonter un requin était un travail d'équipe qui finissait souvent dans le chaos. Le plus grand obstacle était la conservation. Le poisson était vidé, salé et séché au soleil sur le pont. L'odeur était un mélange de pirates mal lavés et de poissons en train de sécher. Même les algues étaient en récoltées et mangées. Elles étaient abondantes et impossibles à trop cuire. Un cuisinier inventa une sorte de sushi primitif en enroulant du poisson dans des algues. En période de disette extrême, les pirates mangeaient des oursins, des créatures des abysses ou des bernacles fixés à la coque. Un médecin de bord écrivit en 1721 que les hommes mangeaient tout ce qui bougeait et certaines choses qui ne bougeaient pas. Une bonne prise pouvait rapporter 500 livres de poisson, ce qui ne suffisait que pour quelques jours pour 100 hommes. Après des mois en mer, la carence réclamait son dû, le scorbut. D'abord les gencives saignaient, puis les dents tombaient, une blague cruelle pour des pirates qui voulaient paraître féroces. Les vieilles blessures se rouvraient, de nouveaux bleus apparaissaient. Le scorbut tuait plus de marins que les tempêtes et les batailles réunies. Certains voyages perdaient 60% de l'équipage face à cet ennemi invisible. Les pirates ne savaient rien de la vitamine C, mais ils voyaient leurs camarades se décomposer littéralement. La recherche de remèdes mena à des expériences sauvages. Certains buvaient de l'eau de mer ou mangeaient leurs bottes en cuir, espérant que les peaux agiraient comme des épluchures de fruits. Les aiguilles de pin devinrent des sauveurs inattendus. Les autochtones apprirent aux pirates à en faire une infusion. Le goût était horrible, mais cela maintenait les dents en place. Les raids côtiers servaient désormais aussi à la botanique. Les pirates pillaient des jardins pour des limetiers. Un équipage vola tout un bosquet avec les peaux et le maintint en vie sur le pont pendant des mois. Des équipages innovants tentèrent le jardinage océanique dans des tonneaux de terre, fertilisés avec des déchets de poissons. Ça puait terriblement, mais ça fonctionnait parfois. Il y avait aussi la vengeance de Poséidon, un breuvage fermenté fait de restes de plantes et d'eau. Le remède le plus sûr restait cependant de toucher terre. Un rapport raconte l'histoire d'un équipage qui ne mangea que des fruits frais pendant 3 jours après avoir atteint une île. Le médecin était amusé par leur enthousiasme pour les légumes. Un pirate affamé était dangereux, mais un équipage délirant était le cauchemar de tout capitaine. Commander signifiait ici maîtriser l'art de la survie. La base était le code pirate, qui contenait des règles strictes pour la distribution de la nourriture. Voler de la nourriture était puni plus sévèrement que voler de l'or. En 1723, un capitaine instaura la règle des ventres égaux. Chacun, du mousse au capitaine, recevait exactement la même ration. Il argumentait qu'un capitaine repu régnant sur des hommes affamés ne resterait pas capitaine longtemps. Cette équité garantissait la loyauté. Pour se distraire de la faim, ils utilisaient des chants de marins, chantis. Chanter ensemble facilitait le travail et évitait les disputes. Les équipages inventaient de nouveaux couplets sur leurs estomacs, vides pour transformer la misère en divertissement. Les jeux d'argent misant les futures rations étaient également courants. Cela donnait aux hommes l'espoir d'un repas plus copieux le lendemain, même si le capitaine devait limiter la mise à 3 jours. Les équipages prospères traitaient leurs navires comme des villages flottants avec leurs propres traditions. Ils célébraient les petites victoires, une bonne pêche ou un tonneau de rhum encore bon. Il y avait les vendredis de fête et de jeûne, où l'on célébrait, où l'on riait de la faim. Les statistiques montrent
que les équipages unis avaient 2 fois plus de chances de survie. En 1735, un capitaine renonça à ses rations pendant 2 semaines pour les malades, ce qui lui valut une fidélité éternelle. Les pirates apprirent que la survie n'était pas seulement une question de calories, mais d'humanité dans un environnement cruel. Les équipages qui partageaient et gardaient leur humour survivaient au plus long voyage. L'unité valait plus que tout l'or du monde. À travers tempêtes et calmes plats, ces marins créèrent une culture de la survie qui ferait de l'ombre aux mesures modernes de consolidation d'équipe. Leurs méthodes n'étaient pas belles, leurs blagues n'étaient pas propres, mais ils faisaient le nécessaire pour rester en vie sur l'horizon bleu infini. Si cette histoire a changé votre regard sur les privations du passé, alors abonnez-vous à notre chaîne et laissez un j'aime. Nous déterrons l'histoire que l'on a tenté d'enfouir. Façonnez l'avenir avec nous. Le prochain trésor caché sera bientôt mis au jour.